Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire IBEXA DXP V4.6 LTS. Nous sommes ravis de vous voir si nombreux pour ce webinaire où nous allons vous présenter toutes les nouvelles fonctionnalités d'IBEXA DXP V4.6 LTS, plus de 30 nouvelles features innovantes et nous allons également vous présenter des démos, du Focus Mode, des Customizable Dashboards ou encore du Page Builder amélioré. Mais avant de démarrer, laissez-moi vous parler un petit peu de la partie technique. Donc, tous vos micros sont coupés. Ce webinaire est diffusé en direct et est enregistré. Donc, nous vous enverrons le replay d'ici le début de la semaine prochaine. N'hésitez pas d'ailleurs à le partager avec vos pairs. Et ce webinaire se terminera par une session de questions-réponses, 5 minutes à la fin. Donc, n'hésitez pas de poser toutes vos questions dans le chat qui s'affiche en bas de votre écran ou dans la partie questions-réponses prévue à cet effet. Aujourd'hui, pour vous présenter ce webinaire, à mes côtés, Sylvain Guittard, directeur produit chez IBEXA. Salut Sylvain. Bonjour à tous, très content d'être ici et de effectivement pouvoir vous présenter en détail la 4.6 avec Molly. Super. Et donc, moi-même, Molly Faure, Senior Marketing Manager France chez IBEXA. Avant de plonger au cœur du produit, un petit rappel d'IBEXA. Donc, IBEXA, on est éditeur de logiciels, on propose des plateformes d'expérience digitale, on est un acteur majeur dans la transformation digitale et on aide les entreprises à digitaliser les canaux de vente et de marketing. On fait partie depuis la fin d'année 2021 du groupe Quantum. Quantum qui est un écosystème MarTech qui regroupe des entreprises leaders dans le digital dont IBEXA fait partie. Quantum aujourd'hui, c'est plus de 700 collaborateurs. Et si on regarde pour IBEXA, on a aujourd'hui plus de 300 clients. En parlant de clients, nous tenions à vous remercier très chaleureusement puisque grâce à vous, pour la deuxième année consécutive, IBEXA a été nommé Strong Performer dans le rapport Voice of Customer DXP de Gartner. Donc, nous tenions encore une fois à vous remercier puisque ce sont vos avis, vos feedbacks et vos commentaires qui ont été encore une fois très positifs. Donc, merci et n'hésitez pas à réitérer l'expérience pour l'année 2024. Voilà un petit peu pour la brève présentation d'IBEXA. Maintenant, place au produit. Je vais laisser la parole à Sylvain qui va vous parler de contenu, de data, d'automatisation et de toutes les nouveautés de la 4.6. Sylvain, c'est à toi. Merci Molly. Effectivement, la version 4 d'Ibexa DXP est sortie très récemment, la version LTS, on en parlera peut-être un petit peu plus tard. Mais je voulais commencer par un retour, un petit retour en arrière sur tout ce qu'on a fait en version 4, de façon à vous donner une vision beaucoup plus complète des fonctionnalités. Et je vais commencer par cette partie, comment on crée, des expériences numériques de qualité. Et nous, on vient, Ibexa, vient du monde du CMS, du Content Management System, dont le contenu est au cœur de l'expérience en ligne. On a toujours, privilégié effectivement, des expériences, utilisateurs avancées avec, tous les contenus marketing qu'on peut fournir. Mais, dernièrement, on a, ajouté, des informations produits. On a un nouveau module de Product Information Management qui a été ajouté en version 4, qui vous permet de pouvoir définir des produits de façon un peu plus claire, en séparant l'information marketing de l'information pure produit, et de pouvoir organiser ces expériences au sein d'articles, de blog posts, de pages produits dédiées plus avancées. Donc ça, c'est tout ce qui est partie contenu sur laquelle on a encore amélioré notre cœur de métier. Pour rendre l'expérience un peu plus avancée, on a besoin de données, et la donnée utilisateur, on le verra aussi un peu plus tard, est au cœur de notre stratégie aujourd'hui, de notre stratégie produit. On avait effectivement ce module de personnalisation qui permet de personnaliser les expériences, d'avoir des recommandations de contenu ou d'articles ou de produits au sein d'applications, de sites web, d'intranet, et cetera. Et puis dernièrement, grâce à Quantum,
comme le mentionnait Molly, on a un écosystème de MarTech et on a accédé, on a pu intégrer une CDP, donc Customer Data Platform, qui fait partie de notre sister company, Raptor. Et grâce à ça, on a pu pousser de l'information qui venait de la DXP, mais aussi bénéficier de cette information venant de la CDP au sein de la DXP. Donc, on commence à associer contenu et données de façon à personnaliser les expériences. Pour aller encore plus loin, on inclut de l'automatisation, automation, avec des systèmes d'intégration et d'automatisation pour simplifier, mais aussi transférer de la donnée entre les systèmes, entre les différentes solutions qui sont nécessaires pour personnaliser cette expérience. Et je pense notamment à des données telles que qui sont présentes dans le CRM ou dans le RP. Ce sont des plateformes qui sont automatiquement, qui font partie du schéma d'architecture des solutions que vous mettez en place. Et donc, on a besoin de flux de données et d'automatiser ces flux de données. L'idée, c'est d'avoir des solutions qui vont simplifier et ajouter de la valeur. Simplifier l'expérience et ajouter de la valeur. Et pour cela, on a Ibexa Connect, on va le voir aussi un petit peu plus tard. Enfin, quand on commence à voir le contenu, la data, de l'automatisation, l'étape ultime, souvent dans ces transformations digitales, c'est d'avoir de la transaction. Et on a en version 4 complètement revu la partie commerce, donc la partie e-commerce de Ibexa, avec de nouveaux modules plus extensibles, plus personnalisables qu'il était auparavant. Un petit récapitulatif complet de une vision un peu plus globale de ces nouveaux composants. Comme vous pouvez le voir ici, on a des nouveaux, tout ce qui est marqué en new, tous ces nouveaux composants qui ont été ajoutés en 4.6, tels que je les ai mentionnés avant: Product Information Management, l'intégration et l'automation, le catalogue de personnalisation, la CDP et aussi la partie commerce. Donc voilà, on a bien évolué en version 4. Aujourd'hui, on vous présente la LTS. Donc, vous allez pouvoir voir certains de ces éléments un peu plus en détail. LTS, et donc, euh, pour rentrer dans le vif du sujet maintenant, avant de rentrer dans le vif du sujet, pardon, je voulais vous faire un récapitulatif de cette offre produit avec Abexa Headless, Abexa Experience et Abexa Commerce, ces trois cœurs, ces trois éléments principaux, produits principaux, qui vont permettre à vous, clients, de construire ces applications, ces différents sites Internet. On a des add-ons tels que la personnalisation avec Abexa Connect et la CDP, et puis tout ça, c'est mis sur le cloud avec Ibexa Cloud. Donc ça, c'est notre offre produit à ce jour. Rentrons maintenant dans le détail de la 4.6 avec une des fonctionnalités majeures, le Page Builder, qui a été bien revisité en 4.6, et je suggère que Molly nous montre un peu plus en détail. Merci Sylvain, tout à fait. Je vais vous montrer donc en détail le Page Builder qui s'affiche devant vous. Donc, comme vous pouvez le voir, le Page Builder, c'est une vue qui ressemble à la vue front office, mais en back office. Vous pouvez avoir l'ensemble de vos blocs qui s'affichent ici les uns après les autres. Et on va regarder un petit peu en détail toutes les nouveautés de la 4.6. Donc, démarrons par le haut de la page. On vous a écouté, on a écouté vos retours. Et on sait que vous avez souvent des pages d'accueil avec beaucoup d'agrégations de contenu qui sont très complètes et pour lequel il peut être parfois pas aisé d'aller chercher un texte, un contenu. Et maintenant, vous allez voir qu'en quelques clics seulement, on peut le faire dans le Page Builder. Donc, pour ce faire, je vais cliquer ici sur la petite roulette. Et vous voyez que mon texte ici, Innovation and Update, il s'affiche également ici. Et je vais pouvoir le modifier très rapidement en quelques clics en cliquant sur les trois petits points ici dans la partie Edit, ce qui va m'ouvrir ici un nouvel onglet et je vais pouvoir remplacer ici Update par News, enregistrer mes modifications, retourner dans le Page Builder
Save and Close et directement, je vais avoir la modification de mon contenu juste ici qui s'affiche devant vous. Donc, c'est très rapide, très pratique et ça permet de gagner beaucoup de temps pour tous les éditeurs, tous les créateurs de contenu et tous les marketeurs. Également, sur le Page Builder, vous pouvez, comme vous le savez, ajouter des produits. Donc, je vais pouvoir aller chercher ici mes produits. Donc, je vais drag and dropper la partie catalogue. Et ici, nous sommes sur le site Else, donc Else Corporation. Et donc, je vais ajouter la partie crème et nettoyant. Et je vais dire que je veux seulement avoir 3 produits. Et donc, nous allons avoir 3 produits qui vont s'afficher directement. Auparavant, je ne pouvais pas dupliquer de blocs de contenu, mais vous nous avez également fait des retours très pertinents sur le sujet, sur le fait que vous aviez besoin d'avoir un gain de temps sur ce point-là également. Donc, on peut désormais dupliquer des blocs de catalogue produits. Donc, ici, je vais simplement cliquer sur Duplicate. Et je vais même pouvoir modifier les produits que je veux ajouter, puisque je vais vouloir ajouter une autre catégorie de produits qui est plus technique. Donc ici, je vais sélectionner la partie Blood Gas System et je vais dire que je ne veux pas 3 produits, mais que j'en veux 8. Et vous allez voir qu'ils vont apparaître juste en dessous. Effectivement, vous avez les produits qui sont plus techniques ici, juste ici, qui apparaissent. Une fois qu'on a tous ces produits, je vais par exemple vouloir monter ici ma partie plus sur la partie nettoyant, plus en haut de la page. Et je vais pouvoir le faire avec des nouvelles flèches qui apparaissent juste ici, Move Up Block et Move Down Block. Et donc ici, en un seul clic, je vais pouvoir monter l'ensemble de mon bloc. Et boum, ça va apparaître tout en haut. Maintenant que mon bloc est tout en haut, je vais vouloir ajouter du texte. Et donc, je vais ajouter un titre à ma page et un nouveau paragraphe. Donc, je vais pouvoir ici coller du texte. Et auparavant, vous auriez eu simplement un bloc comme ceci qui s'affiche avec un menu sur la droite. Mais vous nous avez également fait des retours sur le fait que quand vous éditez des contenus, quand vous ajoutez des articles de blog, parfois ce contenu, ce bloc-là est un petit peu petit. Et donc, c'est pour ça qu'on a mis en place le Distraction Free Mode. Donc, comment ça marche? Distraction Free Mode, ça apparaît juste ici. Je clique ici et je vais avoir un écran qui apparaît pour pouvoir ajouter mon contenu sur tout mon écran. Ici, je vais aller chercher du contenu et le copier-coller dans ma partie éditable. Je vais le coller juste ici et je vais pouvoir, comme dans un article, ajouter des titres. Donc ici, je vais mettre un heading 1. Ici, je vais le mettre en sous-titre en heading 2 et ici, laisser la partie paragraphe. Donc, comme je le disais tout à l'heure, vous pouvez voir que ça ressemble vraiment à une vue complète pour un éditeur qui veut créer, modifier, éditer un article de blog. Et donc, je vais pouvoir ensuite, une fois que j'ai fini de rédiger mon paragraphe ou mon article, Exist Distraction Free Mode juste ici. Je retourne ici sur un menu plus compact. Je clique sur Save and Close et ici, je vais avoir tout mon contenu introductif au-dessus de ma catégorie. Et maintenant que ça c'est fait, je vais vous présenter ma fonctionnalité préférée, qui est une vraie pépite sur cette 4.6. Ici, vous voyez la partie éléments et je vais ici avoir une nouvelle view qui s'appelle la Structure View. Donc, la Structure View, c'est quoi? Ça permet de voir l'ensemble des zones de votre page dans le Page Builder. Donc, comme je le disais tout à l'heure, souvent, vous avez des sites qui sont très complets, qui peuvent être très complexes, avec beaucoup de contenu sur une même page. Et donc, vous allez avoir un grand footer, beaucoup de catégories de produits. Et maintenant, vous allez pouvoir modifier les zones directement juste ici sur la partie de droite. Donc, pour vous donner un exemple concret, je vais descendre sur la page ici. Vous allez voir que je vais aller voir ici le bloc de Qualifio, notre sister compagnie, on en reparlera tout à l'heure. Mais vous voyez qu'ici, le bloc, il est tout en bas. Donc, avant, je n'aurais pas eu ce bloc sur la droite pour pouvoir monter le bloc. Ici, je reviens en haut et je vous montre en direct. Je sélectionne la zone 3 et je vais ajouter ce bloc ici en dessous de la partie Collection. Et vous allez voir qu'il va apparaître juste ici en seulement 2 secondes. Donc, c'est très rapide, très efficace et ça vous permet de modifier votre page très rapidement.
Voilà pour ma fonctionnalité préférée. Et un dernier point qu'on souhaite aussi mentionner, c'est ici, par exemple, sur la partie technique des produits que je vous montrais tout à l'heure. Imaginons que par inadvertance, je supprime le bloc. Ici, je clique sur Delete. Hop, le bloc disparaît. Auparavant, ça aurait été complexe de le remettre. Maintenant, c'est très facile grâce à la nouvelle fonctionnalité Undo Redo, ou en français annuler et rétablir, qui vous permet d'annuler ou de rétablir toute opération que vous faites sur la page. Donc ici, je vais pouvoir remettre mon bloc en un seul clic. Et ça ne vaut pas que pour la fonction de supprimer, hein, ça vaut pour toutes les actions que vous faites sur le Page Builder. Voilà un petit peu pour l'overview du Page Builder. Donc, pour refaire un petit tour d'horizon de ce que je vous ai présenté, on a la partie modification de contenu et de texte très rapidement en quelques clics dans le Page Builder. On a la partie dupliquer une zone de contenu ici et une zone de catalogue produit. On va également avoir la partie Distraction Free Mode qui permet d'ajouter un grand texte de contenu de façon très aisée dans le Page Builder. Le Structure View qui est sur la droite qui permet de modifier l'emplacement des blocs très rapidement. Et enfin, la partie Undo Redo qui vous permet d'annuler ou de rétablir des actions très rapidement. Voilà pour la partie Page Builder et toutes les nouveautés de la 4.6. On espère que ça va beaucoup aider tous les marketeurs dans leur création, édition, modification de contenu. Et on va continuer sur cet aspect-là en parlant un petit peu plus maintenant du Focus Mode avec Sylvain qui va vous présenter comment c'est très utile aussi à toutes les équipes marketing. Effectivement, grosse amélioration sur la partie Page Builder, comme le montrait Molly. On a écouté vos retours, on a mis en place toutes ces petites améliorations d'usabilité sur le Page Builder. Mais ça ne s'arrête pas là. On a aussi revisité cette page que vous connaissez bien, cette interface que vous connaissez bien, avec la structure de contenu, l'arbre de contenu, les boutons qui permettent d'éditer, de gérer les différentes ressources associées à ce contenu. Et là, aujourd'hui, je suis sur ce blog post qui fait partie de mon architecture de contenu. Et effectivement, on a introduit, pour faciliter le travail et rendre le travail des marketeurs et les rendre plus efficaces, souvent, on a eu le retour effectivement que ces interfaces sont difficiles à prendre en main ou pour des contributeurs occasionnels, c'est pas forcément très simple de comprendre toutes les dépendances, et cetera. Et donc, on a retravaillé avec les équipes de design en disant: «Comment on peut simplifier cette interface pour la rendre plus simple?» Effectivement, mais aussi plus accessible pour certaines personnes. Et aujourd'hui, on introduit le Focus Mode qui est lié à l'utilisateur. Donc, ce n'est pas une configuration au niveau du projet, mais c'est une configuration au niveau de l'utilisateur, que l'utilisateur peut décider d'activer ou non. Et c'est très accessible puisque c'est au niveau de son compte. Et en cliquant sur Focus Mode, je vais maintenant basculer dans une interface qui est beaucoup plus simplifiée. La première chose que vous notez, c'est que euh, tout le reste de l'application est en mode plus sombre et la partie centrale est mise en avant avec la suppression de ces onglets de navigation, mais aussi encore plus d'espace effectivement sur la partie contenu. Et effectivement, vous notez que on voit directement le rendu dans le site, dans son contexte, le contenu dans son contexte. Les boutons principaux, la création de contenu ou l'édition, restent accessibles. Ils sont disponibles tout en haut. C'est les instructions principales qu'effectuent les éditeurs de contenu ou marketeurs. Et donc, je peux facilement basculer sur en mode edit. Et là, je me retrouve dans l'interface classique que vous connaissez. En revenant dessus, certains me diront que peut-être comment je réaccède à, par exemple, les traductions.
d'un simple clic, je sors de cette vue, de cette preview, et je peux ajouter des traductions, générer mes URL, mes URL raccourcis ou mes alias d'URL. Donc, je peux quand même avoir des opérations, on va dire, complémentaires qui sont accessibles assez facilement. Le focus mode, de toute manière, est activable et désactivable aux besoins de l'utilisateur. Donc, en fonction des profils, souvent, les personnes vont préférer utiliser l'ancienne interface. Donc, on laisse à l'utilisateur le choix de l'interface qu'il préfère pour travailler. Mais là, je suis dans ce mode avec les onglets, toujours. Je peux revenir sur cette vue. Autre fonctionnalité que nous ont demandé, on passe vraiment sur la preview, même dans cette vue simplifiée de Focus Mode, la preview est toujours accessible. C'est vrai qu'on a toujours besoin de voir l'information dans son contexte, et donc on a introduit aussi le bouton preview à ce niveau-là. Je peux rebasculer dans le mode, dans le Focus Mode avec simplement en cliquant le exit full view. Voilà. Sur le focus mode, je pense que ça va être une fonctionnalité qui va être très intéressante et adoptée par, comme je le disais, souvent des contributeurs occasionnels qui ont besoin d'éléments plus visuels et qui souvent peuvent être un petit peu perdus avec des onglets. Mais ce n'est pas juste limité à ce type de profil, n'importe qui peut l'utiliser. L'autre fonctionnalité qu'on a aussi améliorée de façon, encore une fois, pour naviguer, aller plus vite, trouver le contenu qui correspond, ou que je dois mettre à jour, ou que je dois créer. On a amélioré la recherche en introduisant aussi des raccourcis pour les utilisateurs qui aiment les raccourcis clavier. On avait comme Molly l'a présenté, on avait le undo redo avec CTRL Z ou commande Z pour annuler les opérations. Ben là, pour le search, en faisant commande / ou contrôle /, vous accédez directement, vous mettez le focus sur la partie recherche. Et la partie recherche, c'est vrai que dans les versions précédentes d'Ibexa, on avait quand même la recherche dans une interface séparée. En version 4, la première chose qu'on s'est dit, avec une application qui devenait de plus en plus globale, avec le PIM, avec le commerce, avec les produits bien sûr, mais aussi les contenus classiques, on avait besoin d'une recherche qui était vraiment globale. Et la première des actions qu'on a faites, c'est de mettre la recherche en haut, de façon à ce qu'elle soit disponible partout. Et en version 4.6, le module de recherche a été amélioré, et la première chose qu'on a implémentée, qui était aussi demandée, c'était l'autosuggest, enfin l'autocomplete. Ça vous permet d'accéder, d'avoir des suggestions sur les contenus qui correspondent, sans avoir à soumettre la recherche. Si je veux directement aller sur ce blog post, je peux cliquer dessus et je serai redirigé directement dans l'interface, enfin dans la vue de ce contenu. Comme vous pouvez le voir, j'ai accès aux images, j'ai accès aussi aux produits qui sont dans le produit catalogue. Donc, encore une fois, c'est une recherche qui est globale. L'autre chose qu'on a mis en place quand je fais des erreurs orthographiques, ou que je me trompe, ou que je vais taper trop vite, on a mis en place le spell checking, le test orthographique, et donc on suggère le mot en fonction de ce qui a été tapé. Et là, après, en cliquant dessus, je retombe sur les mêmes suggestions que j'avais tout à l'heure. Ça paraît logique. La navigation, trouver du contenu, ça reste des choses compliquées quand on commence à avoir beaucoup de contenu, quand on a avoir plusieurs marques, plusieurs entités, plusieurs départements qui utilisent Ibexa DXP
au quotidien, c'est sûr que certaines architectures de contenu, à un moment, peuvent être très larges, et même si on limite l'accès à certains utilisateurs ou certaines équipes à une partie de l'architecture de contenu, ça reste quand même, pour certains de nos clients, très de large, avec beaucoup de contenu. Ça reste difficile de naviguer, d'accéder plus rapidement à l'information. Donc la recherche a été améliorée, mais je voulais vous montrer aussi la fonctionnalité dans le content tree, dans l'architecture de contenu, là, où on peut maintenant avoir une prévisualisation avant de cliquer, de revenir. Souvent, on a besoin de se dire: «Est-ce que c'est vraiment le bon contenu?» En passant sur le le nom de l'objet, le nom de l'article, vous avez une prévisualisation. Donc ça permet aussi aux éditeurs de gagner du temps quand il s'agit de naviguer dans l'architecture de contenu. Enfin, avant de rendre la parole à Molly pour nous parler des dashboards, je voulais vous montrer, Molly a sa fonctionnalité préférée, j'ai aussi ma petite fonctionnalité préférée, même si j'aime bien, Structure View, j'ai aussi ma fonctionnalité préférée dans cette interface, c'est, le Style Switcher. Et je ne sais pas si vous avez noté, mais ici, tout en haut, à côté de mon profil, j'ai maintenant une liste, déroulante. Liste déroulante de tous les sites qui sont activés ou, en attente d'activation pour, par exemple avec, Site Factory. Ça me permet de pouvoir filtrer, d'accéder directement à l'information, souvent en multisite, à l'information qui est associée à ce site. Et j'ai préparé avec Site Factory un site qui va être mon site de campagne sur, les, heu, crèmes solaires. Si je commence à avoir beaucoup de sites et des centaines de sites certaines fois, pour certains clients, l'idée c'est de filtrer le contenu. Donc quand je clique sur ce site-là, ça me filtre le contenu, ça me fait la prévisualisation qui est liée à, ce site-là. Donc ça rend encore plus simple la navigation et la voilà, vraiment le focus sur le site uniquement et ce site. Donc comme on l'a vu, le distraction free mode, c'est un peu dans le même état d'esprit en disant: «Voilà, je travaille sur ce site, j'ai pas besoin de voir tout le reste pour le moment, j'ai besoin juste d'accéder à ça». Et vous pouvez rebasculer, donc là, si je rebascule sur le site en anglais, hop, je retrouve mon architecture de contenu, je peux renaviguer et je peux aussi naviguer et aller trouver, ce contenu-là, mais en utilisant le site switcher, ça me permet vraiment d'être plus efficace dans la création de mes contenus ou dans la mise à jour de mes contenus. Beaucoup d'améliorations effectivement sur la partie, page builder, sur cette partie, classique, plus classique éditoriale. Un gros changement, c'est effectivement, les dashboards qui sont des outils primordiaux pour, les différents personas qu'on a au sein de la DXP. Molly, tu peux nous en dire plus? Tout à fait, merci Sylvain. Alors, les customizable dashboards. Donc ici, on est sur une vue du customizable dashboard et avant de vous présenter, en détail, petit rappel, donc on sait que la DXP, c'est au cœur de la digitalisation des marques et que plusieurs profils de personas peuvent accéder à Ibexa DXP. Donc ça peut être, les product managers, les marketeurs et ici, je suis Joshua et je suis donc sur un profil de marketeur. Donc je vais avoir, un dashboard adapté au marketing. Donc ici, je vais pouvoir rapidement avoir des actions rapides pour créer du contenu, créer des formulaires, vérifier les articles qui ont été rédigés par mes collègues pour les modifier ou les publier. Je vais aussi avoir accès à toutes les visites de mon site en fonction du mois, des jours, des pics de trafic. Également, je vais pouvoir revoir tous mes différentes conversions et les différentes sources avec les channel types, sites web, réseaux sociaux, les campagnes, les moteurs de recherche, etc. Et enfin, je vais avoir une vue de mes activités récentes, des modifications qui ont été faites dans le back-office. Ça peut être très utile, notamment si vous avez un intranet. Donc voilà pour la vue dashboard de Joshua.
Et ici, je vais vous montrer, si on clique sur Edit My Dashboard, je vais avoir une vue qui est très, très similaire à ce que je vous ai montré tout à l'heure au Page Builder. Et là, je suis dans le Dashboard Builder. Ça reprend du coup les différentes catégories qu'on a vues ensemble. Et je vais pouvoir très facilement ajouter d'autres dashboards, les modifier, puisque du coup, le Customizable Dashboard, c'est extensible, personnalisable et je peux également ajouter mes propres blocs, de dashboard. Voilà pour la présentation, dashboard et je laisse, Sylvain reprendre, la main pour la suite. Effectivement, avant de repasser sur la partie, présentation, je voulais vous montrer, donc là, vous avez vu le dashboard de Joshua par Molly, qui a, des, contenus différents ou du moins des blocs, différents. Je suis connecté avec, le profil d'Amy qui est plus un e-commerce manager, enfin vraiment un persona différent, avec des infos différentes ou des actions qui sont différentes. Elle va pouvoir gérer des produits, gérer des catalogues, voir les produits par catégorie. Donc tout ça, c'est vraiment personnalisable par les utilisateurs en fonction de leurs besoins. Et ils peuvent effectivement ajouter et personnaliser, ajouter des blocs ou en retirer, voire même, comme le mentionnait Molly, avoir des blocs qui sont liés au business, qui sont plus liés à chacun des départements éventuellement. Tout est personnalisable et customisable. Voilà, donc je voulais, comme ça, vous avez un peu deux vues, deux dashboards qui sont différents, avec des métriques différentes, avec des structures différentes. Si on revient donc sur la présentation et on fait un retour, Molly parlait de 30 features, plus de 30 features qui ont été livrées en 4.6 et c'est vrai. Et je voudrais mettre un focus sur le commerce parce que on n'a pas vraiment le temps d'en parler là aujourd'hui, mais la 4.6, c'est pour nous aussi la fin d'un chapitre de, on a appelé ça le commerce revamp. On a retravaillé toute la partie commerce et ça nous permet de fermer ce chapitre de commerce. On va continuer à investir dedans, bien sûr, mais les bases sont là pour vous donner beaucoup plus de flexibilité dans les customisation que vous pourriez faire sur ces parties commerce. Donc, aujourd'hui, on peut dire que ces composants avec aussi un peu des fois des composants plus B2B comme le reorder ou le quick order sont maintenant disponibles, compatibles avec le nouveau PIM, compatibles avec toutes les bases qu'on a mis précédemment, avec notamment le, les corporate accounts, donc les comptes plus entreprises. Mais si on regarde un peu plus dans le détail, Headless a eu effectivement, donc la partie contenu a eu beaucoup d'améliorations, et notamment, donc on les a vus sur le focus mode, sur tout ce qui est gestion des profils, sur la recherche, etc. Mais sans oublier expérience avec des nouveaux blocs. On les verra un petit peu plus tard. Enfin, Molly vous a présenté le bloc de Qualifio avec les campagnes, mais on a aussi des blocs de Cindy, qui fait partie de notre de l'équipe Quantum, ou du moins de l'écosystème Quantum. On a encore plus de blocs pour le page builder et les dashboards. Enfin, Connect, on en parlera aussi un petit peu plus tard, a eu ses améliorations puisque c'est au niveau automatisation. On a maintenant les corporate accounts, les orders, le PIM, tout est maintenant disponible et effectivement, vous pouvez aussi l'étendre. En ce qui concerne personnalisation, des nouveaux modèles, qui m'est un peu ouais, plus familier ou que j'apprécie particulièrement, c'est effectivement le price drop trigger. C'est quand on peut avoir des alertes sur des prix qui diminuent. Le PIM peut vous gérer aussi des prix par type de client et donc avoir des alertes de notification sur ce genre d'événements au sein du PIM et des produits. Ça peut être très utile à mettre en place avec la personnalisation.
Voilà, on a fait un rapide tour de la 4.6. Je voulais vous dire qu'elle est, vous rappeler qu'elle est déjà disponible. Depuis février, on a sorti déjà 2 patch release avec la 4.6.2 qui arrive, qui est déjà sortie, ou qui va arriver, et qui vous permet déjà de bénéficier de toutes ces nouvelles fonctionnalités et améliorations techniques. Et après, on va se dire, qu'est-ce qui se passe après la LTS? Parce que la LTS, c'est la Long Term Support Release. On la supporte pendant 3 ans, plus avec des patchs correctifs et, et après 2 ans pour tout ce qui est sécurité. Donc au total, vous avez 5 ans de support. Mais qu'est-ce qui se passe après? Et souvent, les clients restent sur ces versions LTS parce qu'effectivement, elles sont stables, elles ont été stabilisées, elles sont sécures. Et donc, on a des clients qui restent sur ces versions pendant 5 ans. Et donc, pour avoir plus de fonctionnalités, euh, il faut attendre la nouvelle version majeure. Et on s'est posé la question chez Ibexa, comment on peut ajouter plus de valeur pour la LTS, pour les clients qui sont déjà sur une version LTS. Donc, quand vous aurez migré sur la 4.6 ou si vous êtes déjà sur la 4.6, comment je peux bénéficier d'encore plus de fonctionnalités pendant ces 3 ans, on va dire, de support de la 3+2 de la LTS. Et donc, on s'est posé la question et grâce à la technologie de Symfony, on introduit sur cette version-là, sur la version 4, des LTS Updates. Qu'est-ce que ça veut dire, LTS Updates? Pour chacun des produits chacun des produits d'Ibexa, donc Ibexa Headless, Ibexa Experience et Ibexa Commerce, vous allez avoir la possibilité d'activer des fonctionnalités supplémentaires qui vont être livrées au cours de 2024 et peut-être aussi 2025, en attendant la nouvelle version majeure. Et vous allez avoir des capacités optionnelles. À vous de voir, de se décider en fonction de vos besoins, si ces fonctionnalités optionnelles peuvent améliorer encore plus l'expérience utilisateur, vos éditeurs, vos commerce managers. Et en 2024, ces LTS Updates vont avoir 3 thématiques principales. AI, bien sûr, intelligence artificielle, parce que c'est évidemment au cœur de toutes les discussions. Et AI, c'est pas juste la generative AI, comme on peut le voir avec ChatGPT, mais tout ce qui est effectivement aide à la création de contenu, mais aussi l'auto-tagging. On va le voir un peu plus dans le détail, mais c'est pas juste generative AI. C'est comment l'AI va être intégré au sein d'Ibexa DXP dans les différents modules qu'on a vus auparavant. La collaboration, on a de plus en plus, comme on le montrait avec Molly, de plus en plus de personas qui utilisent la DXP, puisque la DXP organise toutes ces expériences digitales. Donc, on a des gens qui sont plus au marketing, des gens qui sont plus dans le e-commerce, des gens qui sont plus dans la gestion des produits. Et donc, comment on simplifie la collaboration de ces différentes équipes, de ces différents départements au sein de la DXP pour aller encore plus vite et délivrer des expériences. Et enfin, tout ce qui est analytics et performance, on sait que les performances de l'application, mais aussi de la donnée, de façon à prendre des bonnes décisions, sont importantes, ce sont des paramètres importants pour être efficace au quotidien. Molly vous a présenté certaines parties avec l'analytics, mais dans le futur, on peut imaginer toutes les métriques qui viennent des applications telles que Actito ou Qualifio, qui sont qui font partie du groupe Quantum, comme Ibexa. Donc voilà les 3 thématiques principales en 2024. Et pour cela, on va toucher un petit peu du doigt avec ce type de LTS, de fonctionnalités qu'on va avoir. Et je vais retourner dans mon application Ibexa. Je vais pour cela retourner dans mon contenu. Et donc, retourne dans mon blog post de tout à l'heure, je vais l'éditer. Et le premier élément, alors prenez ça encore une fois comme plus un proof of concept ou un test.
on va générer, alors on parlait de Generative AI, on va générer du texte avec un bouton ici qu'on a ajouté. L'idée, c'est de pouvoir aider les utilisateurs à générer du contenu, aussi bien au sein du texte riche, mais ailleurs. Donc, generate a sentence for a blog post about leaders and mental health. En cliquant sur générer, je vais effectuer une requête qui peut être soit chez OpenAI, mais ça peut être aussi des modèles plus en interne ou des solutions externes que vous auriez, sur lesquelles les clients auraient des partenariats. Donc, je génère, j'envoie une requête et à ce moment-là, je retrouve, si je décide d'incorporer ce contenu, je le retrouve directement dans mon texte riche. Prenez ça encore une fois comme un POC, c'est nos premières explorations. C'est assez simple, mais on va aller plus loin dans l'intégration, puisqu'il y a besoin de contrôle, il y a besoin de vérification de ce qui a été généré. Et surtout, il y a une forte demande. On a interrogé beaucoup nos clients sur ces thématiques-là. Il y a une forte demande de contrôle de comment est utilisé l'AI au sein de Generative AI au sein de la DXP. Et donc, on imagine, on va avoir une interface dédiée à la gestion des prompts qui va permettre de canaliser qu'est-ce qui peut être fait au sein de la DXP. Après, encore une fois, ça va sûrement varier de projet à un autre, avec plus de contrôle ou moins de contrôle, plus de liberté pour les utilisateurs finaux. Mais les demandes, généralement, ce n'est pas générer du texte comme je viens de le faire. Souvent, on demande, les clients ont besoin de paraphraser une phrase ou de la reformuler ou de la simplifier. Donc ça, ce sont des actions qui pourraient être préconfigurées au sein de l'interface, ou enfin au sein de la DXP et disponibles dans l'interface. Voilà un petit peu juste une démo rapide de l'intégration, donc au niveau AI, mais on pourrait rentrer un peu plus dans le détail dans les mois à venir en vous montrant beaucoup plus. Je vais maintenant copier le lien, l'envoyer à Molly qui va m'aider à travailler sur ce blog post. Merci Sylvain. Et vous allez voir donc, on va passer sur la partie collaboration. Vous avez pu voir que Molly maintenant est arrivée dans cette interface d'édition et va pouvoir maintenant être avec moi sur le blog post. Et donc là, je la vois, elle peut commencer à taper et nous pouvons collaborer sur cette partie-là. Donc ça, le real-time collaboration, la collaboration en temps réel sur Ibexa DXP arrive. On a mis en place, on a les bases de façon à ce que les contributeurs, avec les mêmes droits, etc., il y a toujours les systèmes de droits, mais puissent collaborer au sein d'un même contenu, au sein de la même interface. Sûrement dans le futur, là, on est juste sur du texte, mais la partie commentaire, la partie validation des changements va être aussi explorée. Donc ça, on a posé les bases de ça. Merci Molly d'avoir contribué avec cette phrase dans mon article. Avec Donc plaisir. voilà pour avoir un petit aperçu de ces updates, de LTS updates dans Ibexa. DXP qui arrive effectivement en 4.6 dans les mois à venir, et suivez effectivement les communications de Molly pour en savoir plus, parce qu'effectivement il y aura sûrement des présentations au cours
au cours de l'année sur ces différentes releases. Tout à fait. Et en parlant d'AI, je voulais juste, avant de passer à la suite, je voulais parler de Generative AI et de Connect, puisque Automation et AI souvent vont de pair. Pour ceux qui veulent déjà explorer des solutions, sachez que on a Alexa Connect qui peut répondre à certains de vos besoins. Et là, c'est une question qui est souvent, enfin, quand on a commencé à parler de ce sujet-là, on a eu beaucoup de retours de nos clients. C'est la première des fonctionnalités qu'on va mettre en place, c'est la génération du texte alternatif pour les images, tout en gardant un contrôle. Dans cet exemple-là, il n'y a pas du tout de contrôle du contenu qui est généré, mais on peut très bien imaginer plus de contrôle dans ce qui est généré. Vous pouvez déjà mettre ça en place avec Ibexa Connect. Il faut que j'accélère un peu parce que je vois le temps qui tourne, mais on s'est aussi posé la question, quand là on a les LTS updates, on s'est aussi posé la question de comment on peut ajouter encore plus de valeur pour la LTS, et c'est surtout grâce à Quantum avec comment on les appelle, les sister companies. On avait déjà la CDP de Raptor intégrée dans Ibexa en version 4, à venir et inclus dans Ibexa Experience, Ibexa Engage. Dans quelques semaines, Alexa Engage sera officiellement lancé, mais on a déjà vu, comme Molly l'a présenté, les campagnes, les choses qu'on a déjà, la campagne Qualifio, déjà les éléments qui sont là de base. Donc, d'un point de vue technique, on est bon. Vous pourriez déjà utiliser Alexa Engage, enfin du moins Qualifio. En quoi ça correspond? Effectivement, ça va vous permettre de collecter de la donnée utilisateur, first party and zero party data, pour toutes les marques. Et je vais vous montrer un petit peu plus en détail ce type de page ou de contenu, de formulaire, de jeux qui peuvent être mis en place pour récupérer de la donnée client, de la donnée utilisateur, de la donnée visiteur au sein d'applications ou même de sites web. Et pour cela, donc je vais aller très vite. Encore une fois, je vois le temps qui court. Donc, je vais repasser sur ma page, et Molly vous l'a présenté tout à l'heure dans le page builder, donc je ne vais pas y retourner. Mais voilà un petit peu le type de contenu qui peuvent être faits. Donc, vous reconnaissez cette page d'accueil, le type de contenu qui peuvent être présentés avec Qualifio. Et ils ont plus de 40 templates. Donc, ce n'est pas juste des formulaires comme ça, mais on a mis en place pour cette démo-là un formulaire avec plusieurs questions. Donc là, je peux dire de façon à faire de la recommandation de produits, mais aussi collecter de la donnée. Si ça marche, voilà. Je participe, voilà. Donc là, je remplis mon formulaire avec les différents éléments, mes différentes questions. Et quand j'arrive à la fin, pour pour collecter la donnée, je vais commencer à mettre différents. Donc là, on avait émis, et puis je vais mettre émis Ibexa, je sais pas, et je vais mettre une date. Ça va me permettre d'envoyer cette donnée de collecter ces données dans Qualifio. Quand j'envoie send, je peux avoir de la recommandation de contenu. Et cette donnée, si tout va bien, elle va être poussée dans cette interface-là, qui est Alexa Connect. Toutes les données qui sont liées à ce formulaire, ou tous les formulaires Qualifio, vont arriver dans Alexa Connect et les pousser éventuellement vers Actito. Et comme vous connaissez maintenant de plus en plus Connect, on peut construire n'importe quel flux de données avec les différentes applications que vous allez pouvoir avoir dans votre infrastructure. Évidemment,
je vais passer sur Ibexa DXP. Vous voyez un petit peu toutes les opérations qu'on peut faire avec Ibexa DXP et je peux chercher les segments. Je peux très bien dire que les gens qui ont soumis tel formulaire vont avoir un segment assigné et éventuellement, encore une fois, je peux le pousser sur de la CDP. Donc, si je fais Raptor, j'ai Raptor CDP et je peux envoyer de la data à Raptor. En fait, vous avez le contrôle complet du flux de données en fonction d'infos qui sont poussées dans Qualifio ou dans Actito. Vous pouvez faire différentes branches pour envoyer dans différents pays, dans différentes notifications, etc., par rapport à tout ce qui a été engagé sur le site. Voilà pour un rapide tour. Et là, vous avez effectivement les sociétés de Quantum avec lesquelles on participe activement, la CDP, Qualifio avec Ibexa Engage et bientôt Actito avec Ibexa Orchestrate. On en reparlera plus tard. Ça arrive, effectivement, ça fait partie des add-ons. Si je reviens sur la présentation, où se trouvent ces add-ons dans l'offre? Ils se trouvent, effectivement, ils sont optionnels et ils arrivent effectivement en 2024. Donc, vous avez le récapitulatif complet de ce dont vous allez pouvoir bénéficier en 2024, les LTS updates au niveau des produits, ce que vous pouvez activer, et puis les add-ons que vous pouvez ajouter avec des fonctionnalités vraiment connexes à la DXP et à l'offre Quantum aujourd'hui. Enfin, avant de passer aux questions, un petit récap. Effectivement, on a vu énormément de fonctionnalités aujourd'hui. Il y en a beaucoup plus peut-être à découvrir, mais on voulait vous rappeler les fonctionnalités majeures. Avec le Focus Mode, une interface vraiment simplifiée, revisitée, de façon à rendre plus visuelle l'expérience pour les contributeurs. Des dashboards qui sont personnalisés pour chacun des profils. Et donc, pour être plus efficace dans ces opérations au quotidien. Et enfin, Commerce Ready, parce qu'on a finalisé cette refactorisation du module commerce chez Ibexa. Donc voilà, maintenant vous avez à la fois le contenu, l'expérience et le commerce comme fondation pour construire vos expériences digitales. Si j'essaye de donner un petit peu de vision, donc là on est en 2024 avec la V4+, on a décidé de l'appeler comme ça, avec des données enrichies et la DXP pilotée par l'IA, on a vu les LTS updates, les add-ons. Et puis, en 2025, donc là, on commence déjà à travailler sur la V5, la nouvelle version majeure d'Ibexa, avec, on a mis les fondations de la collaboration, avec beaucoup plus un focus un peu plus, effectivement, sur la collaboration et puis une mise à jour de la stack technique, etc. Mais on en reparlera plus tard. Aujourd'hui, l'important, c'est de parler de la V4. Et on va passer, on a déjà 9 questions, donc on va passer aux questions. Molly, si tu veux bien prendre la main là-dessus. Moi, je vais Avec essayer de répondre au mieux. Effectivement, on a 9 questions, alors, qui sont tombées en fonction de ce qu'on présentait aussi. Je pense qu'après qu'on ait présenté, le page builder, la première question, c'était: «Bonjour, avez-vous des documents ou autres pour sensibiliser et accompagner les utilisateurs des versions précédentes d'Ibexa à ces changements?» Alors, oui, bah, la documentation, alors, des documents dédiés à la 4.6, ce que je peux dire, c'est effectivement la documentation et la ressource la plus à jour. On essaye de la mettre à jour, enfin, on la met à jour à chaque nouvelle release. Par contre, si vous voyez des choses qui sont manquantes, que vous voudriez voir améliorer sur certains aspects, avec grand plaisir, faites tous ces retours. On a la documentation technique pour les mises à jour, mais aussi les documentations utilisateurs. Et le Page Builder a bénéficié effectivement, si je prends l'exemple du Page Builder, il a bénéficié d'une page dédiée, mise à jour vis-à-vis de la 4.6.
Super. Merci Sylvain. Donc, deuxième question, est-il possible d'activer ce focus mode par défaut pour une population d'utilisateurs? Alors, pour une population d'utilisateurs, non, enfin, ou un groupe d'utilisateurs, mais ce que je veux dire, c'est que la première fois que l'utilisateur se log dans l'interface, le focus mode est activé. Donc, il est activé par défaut pour tout le monde. Alors, c'est à l'utilisateur de dire je ne veux pas l'activer. Donc, on prend le problème dans l'autre sens, c'est-à-dire le focus mode est activé pour tout le monde et ceux qui ne le veulent pas le désactivent. Et c'est encore une fois au niveau utilisateur, mais pas au niveau groupe utilisateur ou segment. Très bien. Prochaine question. Bonjour, le spell check est paramétré en multilangue ou seulement en anglais? Merci. Le spell check vient de Solar ou d'Elastic, de Elasticsearch. Donc en fait, on en revient à une configuration de. Là, dans l'exemple, effectivement, c'était en anglais, mais c'est une configuration du Search Engine. Donc oui, il va marcher dans d'autres langues en fonction de votre configuration. Parfait. Des nouveautés sont prévues sur la traduction automatique des contenus. Très bonne question. En fait, par défaut, on a le support de Google Translate et de DeepL dans Automated Translation, dans le bundle Automated Translation. Mais Generative AI, dernièrement, a chamboulé un petit peu tout ce domaine-là. Et donc, on pourrait effectivement revisiter comment on gère les traductions ou les traductions automatiques. Et on a eu des bons retours chez certains partenaires en fonction des pays, en fonction des équipes, en fonction des domaines. Ils veulent pouvoir gérer les traductions automatiques d'une manière différente. Et ça a été une session intéressante. Donc, ça pourrait être revisité en lien avec l'IA et comment tout ça s'interface dans Ibexa DXP. Donc, à venir, à explorer, effectivement. C'est quelque chose qu'on a dans le backlog. Génial. Prochaine question, est-ce qu'on peut créer des dashboards de contenu afin d'accéder rapidement et régulièrement à des contenus ciblés? Est-ce qu'on peut créer des dashboards de contenu afin d'accéder rapidement? J'ai un peu de mal à voir le use case, mais en fait, c'est basé sur Page Builder. Donc, si j'ai envie de répondre à cette question de la façon suivante, c'est que comme vous avez on peut imaginer d'avoir des blocs, des dashboard blocs qui sont plus orientés sur certains types de contenus ou à vos façons de travailler. Donc, en fait, les utilisateurs bénéficieront de ces blocs qui sont plus liés à votre business logic et donc pouvoir les utiliser. On en fournit par défaut. Mais si vous avez des idées pour améliorer ces blocs-là, n'hésitez pas à revenir vers nous parce qu'on peut tout à fait les intégrer ou améliorer les blocs existants. Je sais qu'on a déjà des blocs qui sont dans le backlog pour améliorer les dashboards, notamment enfin, on a déjà les orders, mais plus de filtres sur la partie orders, c'est plus dans la partie commerce. Juste un exemple, voilà. Super. Est-ce pour les clients avec beaucoup de contenu, vous avez constaté une amélioration de la performance back-office en 4.6? Très bonne question. Pour être franc, on n'a pas constaté, on a fait des tests, mais on n'a pas constaté de baisse de performance. Amélioration de performance, pas vraiment, mais à voir aussi la complexité de certaines architectures de contenu. Mais encore une fois, s'il y a des baisses de performance, c'est sûrement qu'il y a eu enfin, on peut très bien l'améliorer en patch release. Donc, n'hésitez pas à faire vos retours ou à remonter des soucis de performance dans le back-office. Ça Très sera bien. priorisé. Super.
Prochaine question, une fonctionnalité de commentaire avec tag des personnes serait idéale, aka Suite Office, G Suite, etc. Très bonne suggestion, en fait, sur la partie collaboration, puisque je suis allé un peu vite, mais dans la partie collaboration, on va sûrement revisiter tout ce qui est workflow, façon de faire des workflows et de comment collaborer avec les autres. Ce sont des fonctionnalités qui sont maintenant tellement standards dans toutes les autres, enfin dans les solutions que vous avez mentionnées, et elles apparaissent comme des commodités et des choses nécessaires ou utiles, enfin du moins de base, j'ai envie de dire. Donc oui, c'est considéré. Super. Est-ce qu'une documentation des différentes évolutions sera partagée? On peut essayer de donc là, on a les release notes qui sont peut-être un peu plus techniques, mais par contre, on peut vous repartager les liens vers la documentation utilisateur, et cetera, puisque cette version-là est quand même très orientée marketeur et contributeur. Ouais. Tout à fait. Alors, question un petit peu longue. Y a-t-il la notion de mutualisation de blocs réalisés en Page Builder pour ne plus avoir des milliers, voire millions d'entités, mais une seule qui sera mise à jour partout où elle est utilisée? Aujourd'hui, des scripts doivent être déployés pour mettre à jour un même type de bloc sur l'ensemble des pages où il est utilisé, très coûteux en run. Alors, la mutualisation des blocs, je pense que ça a été remonté une fois. Enfin, j'ai le souvenir d'avoir eu un retour, client ou partenaire sur, mutualisation des blocs. Ce sont des blocs qui peuvent être, réalisés, et mutualisés. J'ai un on Je pense qu'il faudrait rentrer un peu plus dans le détail dans de ce cas-là, mais c'est effectivement dans le backlog. On avait, aussi des templates pour de pages avec des blocs qui peuvent être, centralisés. Mais bah, j'hésiterai pas à revenir vers vous, sur ce sujet-là, parce que c'est intéressant comme retour. Parfait. Prochaine question pour l'aspect collaboratif. Comment réagit l'outil si l'un des collaborateurs publie le contenu lorsqu'on est en train de le Oui, très bonne question. Effectivement, ce sont des choses qu'on est en train de finaliser, mais l'idée, aujourd'hui qu'on a et qui est privilégiée, mais une fois qu'on commencera vraiment à l'implémenter, on verra si, tout le flux. Mais l'idée, c'est que la personne qui édite en premier est la personne qui, aura le droit de publier. C'est la base, en fait, qu'on est en train de mettre en place. Et donc, c'est à ce moment de cette publication-là que, effectivement, si la personne est en train de modifier, ça peut poser des problèmes. Donc, on va mettre sûrement des alertes, des notifications, des outils de façon à simplifier la collaboration. Sans pour autant ne pas, on va toujours garder les versions parce que c'est important, mais effectivement, on va aider les utilisateurs à collaborer. Et si le propriétaire ou de la personne qui a commencé l'édition veut transférer le droit, on a sûrement des interfaces de façon à simplifier ça. Mais il y a énormément de questions sur l'aspect collaboratif et je ne touche même pas Page Builder parce qu'aujourd'hui, Page Builder reste quand même un petit peu une interface beaucoup plus complexe. Donc, on va commencer par l'interface classique d'édition et après, on verra pour Page Builder dans un deuxième temps. On est overtime, on est en 5 minutes, mais il reste quelques questions et je sais pas, c'est à toi de Molly de décider si on continue ou pas. pense qu'on peut y OK, répondre. Il en reste 5. Il y a encore pas OK, mal de monde avec nous, donc on peut prendre vas-y. le temps supplémentaire pour répondre à tout le monde. Merci pour toutes vos questions. Est-ce que tout ce qui est présenté sur le moteur de recherche interne Ibexa, dont l'autocomplétion fonctionne avec Solaire? Oui, puisque la démo que je vous ai faite aujourd'hui, c'était Solar. Donc oui. Perfect. Question suivante. Quelles sont à ce jour les meilleures solutions de personnalisation de contenu sur la 4.6? Bah, j'ai envie de dire, avec sa personnalisation.
Et donc, on a amélioré énormément les modèles. On a de plus en plus, on a amélioré aussi la donnée qui est poussée vers les modèles. On a ajouté le PIM, donc maintenant on peut faire des recommandations de produits, on peut faire des recommandations de variants de produits. On a de plus en plus de modèles. Vous avez dit Abandon Basket, on a vu euh, celui que je mentionnais aussi lors de la présentation avec Price Drop. Donc, personnalisation de contenu, j'ai envie de dire oui, avec sa personnalisation est la meilleure solution, enfin la plus intégrée dans notre outil et qu'on continue de développer tous les jours. Super. Et Est-ce qu'il juste avant Molly, on contribue aussi avec Actito, enfin nos modèles sont aussi utilisés dans Actito, dans la solution de marketing automation de Quantum, puisqu'on commence à leur fournir des modèles pour optimiser, on appelle ça le best moment, pour optimiser l'envoi de l'email pour la personne. C'est à quel moment cette personne va recevoir l'email. Très bien. Il nous reste 3 dernières questions. La Mm. première, est-il prévu que le module search permette de faire des recherches en utilisant l'URL d'un contenu? Pas à ce jour, mais bonne suggestion. Je vais remonter ça, je garde ça, mais pas à ce jour, non. Merci. Allez-vous fournir une traduction de 100 des textes du back-office en français? Il me semble que ce n'est pas encore le cas, les textes sont majoritairement en anglais. Oui, c'est vrai. C'est une des tâches qu'on a à finaliser sur H1, enfin sur le premier semestre 2024, avec une traduction complète du back-office. Oui, mais c'est pas le cas aujourd'hui. Donc je suis d'accord, mais c'est priorisé chez nous. Très bien. Et dernière question, parmi les fonctionnalités exposées ici, certaines sont-elles disponibles sur la version Ibexa OSS? Euh, Non, aucune des fonctionnalités présentées aujourd'hui est disponible en open source. Enfin, Page Builder était déjà dans Experience depuis quelque temps. Et bon, le search, oui, le search, à la limite, on a fait le search, vous pouvez utiliser Solar. Le reste, les dashboards, euh, Qualifio et Actito ou les LTS updates vont être dans les versions soit headless, soit expérience, soit commerce. Exactement. Merci Sylvain pour toutes ces réponses et merci à vous pour toutes vos questions, plus de 15 questions. Donc, on espère avoir bien répondu en détail. En tout cas, merci pour votre engouement pour ce webinaire parce que vous étiez très nombreux. On était ravis de pouvoir vous présenter toutes les démos et on vous dit à très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Merci.